Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis venue travailler aujourd'hui en auto et chaque fois que je parle de mon auto, il faut que je prenne une petite pause parce que je me souviens jamais, est-ce que j'ai une Mazda ou une Toyota? Mais je pense que c'est une Toyota, puis Richard, il y a une Mazda. C'est juste vous dire, pour moi, une auto, c'est comme une boîte avec 4 roues pour me rendre du point A au point B. Je suis pas du tout une fille fascinée par les voitures. Toi, Cybèle Olivier? Pas du tout. Puis surtout, ces temps-ci, on voit plusieurs personnes qui nous parlent des Cybertrucks. Oui, oui. Puis hier, on en discutait. De Tesla. On dirait les espèces de gros frigos qui se promènent un petit peu partout sur la route. Et ce matin, Benoît nous disait qu'il y en avait un devant lui. Donc, je suis pas fan, mais je trouve ça très beau. J'aime ça, les belles voitures que j'entends rouler près de moi, qu'on entend le moteur. Je sais pas c'est quoi, je sais pas ça sort d'où, mais j'aime le son que ça fait. Je trouve ça. Ben moi, c'est comme une boîte avec c'est ça, quatre roues. Mais mon prochain invité, lui, non seulement adore les voitures, connaît les voitures, collectionne les voitures. Vous aurez deviné que je parle de Luc Poirier, homme d'affaires et collectionneur. Bonjour, oui, Luc. Bonjour. Est-ce qu'on s'appelle nos prénoms? Oui, ou, je sais absolument. pas. C'est la première fois absolument. que je rencontre un multimillionnaire de si près. Ça va bien? Ben oui, certainement. Donc, vous êtes venu. Quelle auto vous avez prise pour venir nous voir aujourd'hui, Luc? C'est un Bronco Raptor. C'est parfait pour l'hiver. C'est très haut. Quand il y a de la neige comme ça, c'est parfait. Mais la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est qu'on le sait, tout le monde le sait, vous avez une grande collection de voitures, des Ferrari, vous avez même un garage entièrement dédié à ça. Et cette année, au Salon de l'Auto, vous allez montrer une trentaine de vos véhicules, des Ferrari. Oui. Les Ferrari, ça s'utilise pas l'hiver. Moi, je connais rien là-dedans, hein, oui, donc expliquez-moi. En fait, depuis quelques années, Ferrari font des 4 roues motrices. dont d'ailleurs, je vais amener c'est un VUS, le nouveau VUS de Ferrari, que j'ai reçu dernièrement, ça fait 4 mois. Je l'amène au Salon de l'Auto, fait que les gens vont pouvoir voir le nouveau VUS de Ferrari qui est Ferrari, il y a quelques années, disait qu'elle allait jamais faire de VUS, mais ils n'ont pas eu le choix, étant donné qu'ils sont arrivés à la bourse. Je sais pas si vous le saviez, là, mais ils sont arrivés à la bourse, puis là, ils ont la pression des investisseurs de faire comme Porsche a fait avec leurs 2 VUS, le Taycan puis le Macan plutôt, puis le Cayenne. Puis Lamborghini a fait avec le Urus. Donc, la mode des VUS n'est pas près de s'arrêter. Donc, Ferrari a dû faire la même chose. Qu'est-ce que vous aimez dans les voitures? Parce que vous parlez à quelqu'un, moi, là, je connais rien. Quand je rencontre mon chum Michel Barrette, il est fasciné parce que je suis comme une bibite. C'est quoi la fascination pour les autos? Ça commence généralement très, très, très jeune. Hein? Autour de 4-5 ans, on est fasciné en tant que petit garçon des voitures. On dessine des voitures. Quand on dessine un dessin, généralement, on dessine des voitures. Donc, c'est la vraie passion. Ça a commencé très jeune, puis au fil des années, ça a continué. Bon, aujourd'hui, j'ai plus d'argent que j'aurais pensé, fait que je suis capable de m'en payer plus. Puis en même temps, c'est un côté... je suis un investisseur d'abord et avant tout. Puis les Ferrari, pourquoi les Ferrari? Les gens souvent me demandent pourquoi les Ferrari plutôt qu'une autre compagnie. Au niveau investissement, Ferrari est 1000 fois mieux que n'importe quelle autre compagnie, mais... D'abord et avant tout, ça a commencé avec une passion des Ferrari. C'est ma marque préférée. D'accord, mais vous voulez dire que si on parle de façon très terre-à-terre pour les gens qui nous écoutent, c'est la valeur de revente qui est importante pour vous? Non, en fait, c'est la passion d'abord et avant tout. Hein. Oui, je comprends, mais quand vous dites, Luc, que c'est un investissement, oui, c'est un investissement. Moi, si je dis, vous me parlez d'investissement, moi, je dis, OK, moi, j'ai mes REER, puis là, je vais les mettre mes REER dans le fonds de solidarité de la FTQ parce que ça me donne une ristourne de 500 $ quand je fais mon rapport d'impôt. On n'a pas la même définition de investissement, là. Non, mais les rendements sont même probablement mieux que de la FTQ, par exemple. Oui. Cette semaine, je dois envoyer un de mes dépôts c'est 400 000 $, un dépôt sur une voiture qui va coûter 3,7 millions, mais quand je vais la recevoir dans à peu près 2 ans, cette voiture-là va valoir probablement le double. Et ça, on parle en US, donc va valoir au moins 7 millions US. Donc en 2 ans, vous allez doubler votre investissement. Oui, exactement.
Donc, si j'avais, je ne l'ai pas, mais si j'avais 3,7 millions de dollars à investir, c'est une question extrêmement sérieuse, hein? Ouais. Si j'avais 3,7 millions de dollars à investir, vous me conseilleriez d'acheter une Ferrari? Ben, le problématique, c'est que pour avoir accès à ces véhicules-là qui sont en quantité limitée, il faut en avoir acheté plusieurs avant. On n'arrive pas, même si on est archi-milliardaire, mettons, ils en font 599 dans le monde entier. Il y en a peut-être 8 pour le Canada au complet. D'accord. Donc, ils choisissent les acheteurs. Donc, c'est Ferrari qui choisit à qui va remettre ces voitures-là. Wow. Puis, il faut que tu aies acheté auparavant quelques voitures. Moi, étant donné que j'ai ma collection, je suis probablement le plus grand collectionneur au Canada présentement. Donc, ils m'ont choisi. Donc, j'ai reçu un appel. On est intéressé à te vendre la nouvelle voiture. Est-ce que tu la veux? Puis là, à chaque fois, tu dis oui, là, c'est sûr. Là. Donc, je vais avoir accès à cette auto-là. Là, ils m'ont appelé pendant le temps des fêtes pour me dire que le dépôt va être dû en revenant. Donc, je vais faire mon dépôt. Ça va être officiel. Et quand je vais le recevoir, on n'a pas le droit de la vendre, par contre. Ils nous font signer un papier. Soit c'est 12 mois ou 18 mois, dépendamment des modèles. Puis pendant ce temps-là, quand on reçoit, on a 12 à 18 mois qu'on n'a pas le droit. Pas le droit de la revendre. Non. Si on la vend Je vais parler à mon concessionnaire. C'est une Mazda ou une Toyota que j'ai finalement? Je pense que c'est une Toyota, puis Richard a une Mazda. Bon, alors je vais reparler à mon concessionnaire. Quand j'ai su que vous aviez accepté de venir à mon émission, je me suis dit, moi, je veux vraiment entendre les gens, parce que les gens ont plein de questions à vous poser. Alors, j'ai demandé à mes collègues, puis j'ai posé la question aussi sur les médias sociaux, qu'est-ce que vous poseriez comme question à Luc Poirier? Et la question qui est revenue le plus souvent, Luc, c'est quand on est au niveau où vous êtes rendu, la valeur que vous avez, la valeur monétaire, bien sûr, que vous avez, comment on fait quand on a des enfants pour leur inculquer la valeur de l'argent? Parce que là, vous nous parlez de faire un dépôt sur une voiture qui vaut 3,7 millions. Vous avez des enfants. Comment vous faites pour leur dire, mettons, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont comme argent de semaine, mettons? Ben, ils en ont pas. Ils en ont pas d'argent de semaine? Non. Puis on les garde pas tant que ça, loin de là. Puis notre entourage à nous, nos amis, à moi puis à Isabelle, c'est des gens ordinaires. Là. On se tient pas avec des archi-riches, loin de là. C'est les mêmes amis qu'on a depuis... Isabelle a les mêmes amis, là, ses amis principaux là, sont là depuis le secondaire. Donc, c'est les mêmes amis qui ont suivi. Donc... Comme ça, vous vous assurez que c'est pas des gens qui sont amis avec vous par intérêt financier ou par intérêt... ça se fait tout seul, parce que juste devenir ami avec Isabelle, elle fait vraiment attention. Elle n'en cherche pas de nouveau. Elle entretient ceux qu'elle a déjà. Puis moi, c'est un peu la même chose. La plupart de mes amis, ça fait 20 ans, 25 ans qui sont amis avec moi. C'est pas des personnes riches. Donc, en partant, les gens qu'on côtoie ne sont pas nécessairement riches. Donc, en partant, les enfants le voient. D'accord. Puis, en même temps, aussi, c'est que, par exemple, on essaie, exemple, quand ils étaient plus jeunes, d'aller dans les Dollarama. Puis, on leur disait, choisissez juste un truc, tu sais. Puis... Vous êtes donc ben cheap? Ouais. Mais ça même moi, j'amène mon enfant dans la Dollarama quand il était petit, puis je lui disais, je sais pas, $10. Un item. Oui, mais c'est voulu. Puis on a 2 enfants jeunes, on a un plus vieux, mais les 2 plus jeunes, il y en a un, c'était facile, prenait un truc, puis c'était réglé. L'autre, des fois, ça prenait une demi-heure. Puis on restait avec eux, puis on attendait le temps qu'ils choisissent. Pour leur apprendre la valeur de l'argent? De choisir. Puis intéressant, ça. Quand ils décident aussi, quand ils veulent quelque chose qui est moindrement de valeur, puis ça, de valeur, ça peut être une paire de souliers Jordan, par exemple, à $200. Là, c'est pas nécessairement à 5 000. Puis on leur dit, demande-le à ta fête, on va te l'acheter. Fait on crée la patience, donc on veut qu'ils apprennent à pas tout avoir automatiquement, facilement. Très bien répondu. Bien répondu. J'adore ça. Vous avez parlé beaucoup d'Isabelle. Isabelle, on l'a reçue à l'émission ici quelques semaines avant Noël parce qu'elle est dans cette série, donc, Vie rêvée. Elle a été à Tout le monde en parle. Et il s'est passé quelque chose à un moment donné qui, moi, m'a profondément choquée, Luc, puis je veux savoir votre réaction à vous. Elle est avec les autres femmes qui sont dans Vie rêvée. Et à un moment donné, Claude Poirier est invité à l'émission. Et Claude Poirier fait le commentaire, pas juste à Isabelle, mais à toutes les femmes qui sont là et qui parlent de leur richesse et de leur train de vie. Et Claude Poirier dit, là, c'est dangereux ce que vous faites. Vous risquez, vous ou vos enfants risquez de vous faire kidnapper.
moi, ça m'a choqué. Alors, qu'est-ce que Luc Poirier pense de Claude Poirier? Ben, deux choses. Il a dit ce commentaire-là, puis il a dit aussi... on sait bien que vous êtes toutes belles, puis vous avez pas l'embonpoint ou ces choses-là. Ben oui, mais c'est parce que ils prennent soin d'elles, là, tu sais. Ces filles-là, ils se lèvent le matin à 6 heures, ils s'entraînent. Mais sur le risque de se faire kidnapper, Luc, c'est là-dessus que je veux vous entendre. Parce que moi, ça m'a mis mal à l'aise. Moi aussi, ça m'a mis mal à l'aise parce qu'il faut pas donner dans la tête des mauvaises personnes l'idée. Nous, au Québec, on est chanceux. En fait, c'est une des raisons pourquoi j'adore le Québec, c'est qu'on se sent en sécurité. On voit pas ce genre de choses-là, de kidnapping pour nous demander des rançons, à part dernièrement pour les cryptos. Là. Ben voilà, c'est ça, j'ai demandé à mon collègue, Hugo nous l'a imprimé. C'est ça. Parce que quand j'ai vu ça, je capotais ma vie. Des gens qui ont été, justement, là, qui étaient dans la crypto-monnaie, ben là, évidemment, c'est pour mal faire, je retrouve pas. La raison pourquoi ils font ça avec des gens dans la crypto-monnaie, c'est parce que c'est facile de se cacher. Donc, si mettons, on kidnappe quelqu'un qui nous donne son code, qu'on prend la crypto, personne ne peut savoir où c'est rendu, ni rien de ça. Fait que c'est un peu différent. Mais par contre, mettre dans la tête des gens malsains l'idée de pouvoir kidnapper, c'est sûr que moi, ça m'a réveillé, puis je trouvais ça dommage qu'il parle de ça. Là. Lui, il disait, oui, mais ça peut arriver. Ben oui, mais il y a 50 ans, 60 ans, il y en avait dans le temps du FLQ, puis tout ça. Là. Il y en a eu, mais depuis ce temps-là, du kidnapping au Québec, à part dans le crime organisé, on n'en voit pas. Puis c'est une des raisons pourquoi que, tu sais, moi, je visite, tu sais, des pays partout dans le monde. J'ai été en Argentine et ailleurs. Puis une des raisons pourquoi j'adore le Québec, c'est pour le sentiment de sécurité. Tu sais, une femme peut se promener à Montréal tout seul sans problème, ce qui est pas le cas dans plusieurs pays. Là. Donc, il y a plusieurs quartiers aussi de villes américaines. Donc, je trouve ça dommage qu'il l'a annoncé, mais il faut vivre avec, puis ça pourrait arriver. Là. Mais tu sais, heureusement qu'on vit au Québec, ce genre de choses-là, et ouais, c'est ça. Absolument. Avez-vous aimé le bye-bye, les blagues sur Northvolt au bye-bye? Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, Hugo, en fait, non, je vais demander à Jean-Philippe. Tiens, Jean-Philippe, on a fait sortir l'extrait. C'est François Legault, le premier ministre, et Pierre Fitzgibbon qui s'en vont au casino puis qui misent tout sur Northvolt. On va écouter ça. T'as raison, oui. 100 millions se passer. 700 millions? 700 millions sur Northvolt? Oui! Mais c'est quoi, Northvolt? Northvolt! Oui, là, je comprends, mais c'est quoi? Je le sais-tu, moi. Est-ce que vous l'avez regardé, le bye-bye? Oui, je l'ai regardé. Et ce bout-là, sur Northvolt, l'avez-vous trouvé drôle? Oui, puis c'est à peu près ça qui est arrivé parce qu'ils ont investi 700 millions sans... En fait, ils auraient dû faire un peu comme le gouvernement canadien. Ils ont donné une grosse subvention au gouvernement canadien aussi, mais conditionné à ce que l'usine soit opérationnelle, soit fonctionnelle. Donc, qu'est-ce que je trouve dommage un peu de l'histoire de Northvolt, c'est que les gens pensent que souvent, je reçois des messages qui disent « On t'a donné l'argent des Québécois à toi. » Non, moi, j'ai vendu à Northvolt, puis Northvolt, c'est pas de ma faute si le gouvernement a été assez codingue pour investir de l'argent dans... Codingue? Ben non, mais Comment vous écrivez ça, codingue? Je sais pas, mais c'est complètement stupide qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Ça Parce que vous en avez parlé le 31 décembre, là, vous avez fait une revue de l'année. Vous avez dit que c'est une année en montagne russe. Puis la première affaire que vous dites quand vous faites votre bilan de l'année, c'est justement ça. Vous dites, je suis tannée que les gens me disent ça. J'ai vendu mon terrain à Northvolt et non, gouvernement, j'ai absolument rien à voir avec ces subventions. On n'a pas parlé au gouvernement du tout, là. Nous, on a vendu par l'entremise d'un courtier à Northvolt. Puis malheureusement, le gouvernement, un peu comme quand ils ont mis 1 milliard dans Bombardier, ils auraient dû prendre des actions en garantie, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont juste pris la garantie sur le canard boiteux, qui est la série 220. Puis là, on n'est pas capable de revoir notre argent, mais c'est un peu la même chose. Pourquoi avoir donné de l'argent pour... Puis là, ça continue, la construction. Là, moi, j'ai passé dernièrement, ça continue. Puis je suis sûr que ça continue parce que c'est pas Northvolt qui paye, c'est nous, là, les payeurs de taxes. Les payeurs de taxes à travers le Québec. Puis je trouve ça aberrant, là, parce que probablement que ça va finir en queue de poisson. Puis pendant ce temps-là, ça continue à construire. Puis je veux dire, il y en a des travailleurs sur place. Là. Les camions, là, c'est assez aberrant. Mais en même temps, Luc, je veux pas vous mettre sur la sellette nécessairement, mais en même temps, les gens... Ils se disent, Sophie, elle reçoit Luc, je peux pas faire semblant qu'il n'y a pas ça. Puis c'est aussi vous qui en avez parlé, donc quand vous avez fait votre revue de fin de l'année, c'est que même si vous dites, moi j'ai vendu le terrain à Northvolt et après le gouvernement a décidé d'investir dans Northvolt, mais le fait que vous l'ayez acheté 20 millions, que vous l'ayez revendu 220 millions, vous avez quand même fait beaucoup d'argent grâce au fait que
l'argent public a servi à donner de l'argent à Northvolt. S'il n'y a pas d'argent public dans Northvolt, vous ne faites pas 200 millions de profits. Comprenez ce que je veux dire? Je suis d'accord, mais Northvolt l'a racheté sans argent public sûrement au départ, parce qu'il y en avait quand même l'argent de Volkswagen. Mais est-ce qu'il l'aurait payé 220? Ben, j'ai pas vendu cher. Là. Ça revient à 12 piastres le pied carré. Aujourd'hui, un terrain comme ça, ben, premièrement, quand je l'ai vendu, ça valait le double. Là. Ouais. Donc, 12 piastres le pied carré à 15 minutes de Montréal, ça existe pas. Là. Essayer d'en trouver, là, ça existe pas. Donc, Northvolt a fait un bon deal oui, avec vous. c'est sûr. Puis on a 2 km de bord de l'eau. Essayez de trouver un terrain sur le bord de l'eau à 15 minutes de Montréal à 12 piastres, c'est Mais comment plus ça se fait que vous l'avez acheté 20 millions, par contre? Vous avez flairé la bonne affaire? Ben, oui, mais c'est ça ma job. C'est pas la seule bonne affaire que j'ai fait dans ma vie. J'en ai fait beaucoup. J'en ai encore. C'est pas mon meilleur deal. Là. Mon meilleur deal, là, j'en ai 2 autres qui sont aussi... Qui s'en viennent à Laval? Ouais. Non, à la briqueterie à la Prairie. C'est beaucoup supérieur à Northvolt. Là. J'ai payé 23 millions. On va revendre probablement 800 millions dans à peu près. À qui vous allez revendre? On va subdiviser le terrain puis on va vendre à plusieurs. Donc, vous avez acheté un terrain 23 millions et vous allez le revendre en le morcelant. Exactement. 800 millions. Oui, environ. Vous avez du pif? Ben, c'est ça. Vous n'avez pas un gros nez, mais vous avez du pif? Ben oui, on me dit que je suis bon dans l'immobilier, je suis bon dans ce que je fais, effectivement. Sur les médias sociaux, sur votre page Facebook, beaucoup de gens vous demandent des conseils, puis des fois, vous y allez vous-même de vos conseils. À un moment donné, vous avez donné un exemple que moi, j'adore, parce que moi, je me réveille le matin, puis je remercie le ciel pour les intérêts composés. Je trouve que c'est la plus belle... Les gens ont de la misère à comprendre. Ils ont de la misère à comprendre. Ouais. Alors, vous dites, dans votre exemple, si quelqu'un commence à investir 7 000 $ par année, donc vous le spécifiez bien, vous dites par année, pendant toute mettons, sa vie d'adulte. D'active. Sa vie active, 7 000 $ par année avec les intérêts composés à la fin de sa vie active, au moment de prendre sa retraite, cette personne-là va avoir, je pense, pas loin de 800 000 $. Oui, je me souviens plus, mais c'est grâce aux intérêts composés. Ça dépend les gens disent, mais non, il s'est trompé, ça peut pas possible, 7 000 $, puis tout ça. Mais c'est 7 000 $ par année, grâce aux intérêts composés. Ça dépend du taux de rendement. Là, d'accord. Mais en fait, à 10 % normalement, on double à tous les 7 ans. Oui, exactement. Bon, les gens, là, au Québec, ils connaissent pas les finances. Non, mais en fait, là, ça fait des années que je dis, ça devrait être... à l'école, là. Ben oui. En secondaire 4-5, puis un autre cours au cégep pour mieux les préparer. Les gens sortent de l'école, l'université, ils savent pas faire un chèque, ils savent pas comment ça fonctionne, Bell Canada, Hydro-Québec, etc., les loyers, comment... Ils savent rien. C'est triste. C'est triste parce que une population éduquée, point de vue finance, va être une meilleure... En fait, va être mieux dans le futur, puis va aider à la société en général, parce qu'ils vont être plus conscients des rendements composés. Premièrement, ça devrait être expliqué tellement, là, c'est tellement important. Là. Puis la bourse, depuis 2 ans, elle fait 25 % par année depuis 2 ans. Imaginez là, les placements, comment que ça augmente. Là. Et vous devez... j'ai une question pour vous. Moi, j'aime ça gratter. Oui. Puis là, l'Auto-Québec. On revient avec ça. J'en ai parlé lundi avec Fabien Major. C'était lundi ou mardi, hein, c'est ça. L'Auto-Québec, ils ont sorti un nouveau gratteux. Ça s'appelle la course au lingot. Oui. J'ai entendu ça dans les médias. Voulez-vous, parce que moi, je l'ai gratté puis j'ai pas gagné. Okay. Fait que je suis moins chanceuse que vous, mais je suis curieuse. Vous, est-ce que vous allez des fois, mettons, au couche-tard, vous stationnez votre Ferrari, vous entrez au couche-tard puis vous dépensez un petit 20 sur un gratteux? Non. Puis la plupart des gens qui critiquent les gens riches du Québec, c'est souvent ceux qui achètent le plus de jeux de hasard. Donc, c'est drôle, mais c'est comme ça. Nous, moi, je crois moins... D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des milliards de profits, l'Auto-Québec. Ben oui. Là. C'est fait pour que tu gagnes pas souvent, tu sais, fait que c'est normal. Mais j'ai vu ce nouveau... Parce qu'on peut gagner un lingot d'or. Un lingot à 125 000 $. C'est intéressant. Donc, votre dépôt sur votre prochaine Ferrari, c'est 3 lingots d'or. Oui, c'est 400 000 US le dépôt. Oui. Fait que donc on n'est plus du tout dans la même ligue. Je suis surprise sur vos médias sociaux. Vous êtes très présent depuis à peu près 1 an, très présent sur les médias sociaux. Puis des fois c'est juste un petit commentaire comme ça en passant. Quand Justin Trudeau a annoncé sa démission, vous avez juste mis une photo de Justin Trudeau comme avec le bras levé en disant bye bye. Puis vous avez juste mis un petit balai avec de la poussière. Ça veut dire quoi? Tasse-toi, ça monon? Ça veut dire bon débarras.
Oui, vous trouvez que c'est un bon débarras que Justin Trudeau s'en aille? Pourquoi, en fait, Luc? Moi, je pense comme un bon père de famille que le budget doit être équilibré. Lui, il n'a pas appris cette leçon-là. Non, c'est incroyable qu'est-ce que son père et lui a fait dans l'histoire du Canada. Est-ce que c'est le pire premier ministre que le Canada a connu? 100%. Regardez la dette du Canada avant lui et maintenant, ça n'a aucun bon sens. Là. Aucun bon sens. On avait, je pense, 200 milliards de dettes. Là, on est rendu, je pense, à 800 milliards. Ça n'a aucun sens. À un moment donné, les gens vous avaient pressenti pour devenir maire de Montréal. Là, on sait que vous allez faire les Dragons à la place, à Radio-Canada. Mais la job de premier ministre du Canada, ça vous intéresse pas? Pas du Canada, peut-être un jour du Québec, mais pas on du a-tu Canada. un scoop ici, mesdames et messieurs? Non, sérieusement, ça vous intéresserait? Dans 2 ans, il y a des élections. En fait, l'histoire qui est arrivée, c'est qu'une journaliste m'a téléphoné pour l'histoire de la mairie de Montréal. Ouais. Puis là, je suis parti à rire, puis j'ai dit, en tout cas, si je me présentais, mon slogan serait « Sauvons Montréal ». Puis ça a sorti comme ça. Ouais. Puis à partir de là, les gens, j'ai eu une grosse vague d'amour des citoyens de Montréal. J'ai même eu dans le sondage, il y a eu un petit sondage qui a été fait. J'étais 3e après Fadi Daguerre et Mélanie Joly. Ouais. Donc les deux se présentent pas. Donc si je me présentais, probablement que j'aurais des grandes chances de gagner. Mais j'ai des ados qui ont 13 et 15 ans, puis ma priorité, c'est vraiment eux pour l'instant. Puis je pense que c'est pas une bonne affaire d'aller en politique. Monsieur Poirier, les gens continuent de nous écrire. Oui. Je me disais, bon, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Mais là, maintenant que vous en parlez, j'aime beaucoup Luc Poirier, très honnête. Vive Luc Poirier comme maire de Montréal. Allez-y, Monsieur Poirier, allez vous en occuper. Donc, l'amour n'a pas fini. Là. C'est pas estompé du tout par rapport à votre candidature. Puis, mais je serais curieux de savoir ce que les gens diraient. Quel genre de premier ministre? Si vous étiez, mettons, premier ministre du Québec demain matin, votre priorité, ce serait quoi? C'est quoi l'affaire là, qui a le plus besoin d'amour au Québec? Sur l'éducation, sur la santé? C'est sûr que c'est les 2 gros points importants, mais c'est aussi et surtout l'économie ça va aider la santé et l'éducation. Mais on a eu un homme d'affaires, François Legault. C'est un gars, il a fait fortune avec Air Transat, puis ça n'a pas donné... Moi, j'y croyais, puis je pense que j'aime beaucoup Dubé, François Dubé. Christian Dubé. Christian Dubé, excusez. Donc, j'aime beaucoup Dubé parce que je trouve que c'est de loin le meilleur des ministres qu'on a au Québec, mais il essaie de faire bouger une grosse machine avec plein de syndicats, c'est difficile. Donc, mais vous pourriez être comme Elon Musk va l'être pour Donald Trump. Il va s'occuper de la bonne gestion du gouvernement. Vous pourriez être ça, mettons, mais vous seriez plus libéral ou péquiste, vous? C'est sûr que je ne serais pas péquiste, donc oubliez-moi comme péquiste. Moi, je vous trouvais sympathique jusqu'ici, là. Croyez pas que le Québec indépendant, c'est viable? Non. Regardez la péréquation qu'on va recevoir cette année. Là, je pense que c'est 19 milliards. Les autres provinces sont pratiquement rien. Oui, mais regardez ce que ça nous coûte en immigration, Luc Poirier. On refera un débat, on se parlera de politique parce que on sera pas d'accord sur les paiements de péréquation. Luc, ça a été absolument un plaisir. Mes salutations à Isabelle et à toute la famille. Bonne année 2025. Puis on va aller vous voir, vous et vos Ferrari, au Salon de l'Auto de Montréal à partir du 17. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous.